Mardi 9 juin 2020, vous êtes bien sur Chérif la télévision, disponible sur tous les décodeurs au Mali. Merci de nous réitérer votre confiance et bienvenue dans ce 19h de l'actualité nationale et internationale. Au sommaire, un seul titre. Lancement d'une vaste campagne d'information et de sensibilisation de proximité sur la maladie à coronavirus, initiative du ministère de la Communication. Plus de détails dans ce 19h. Encore une fois de plus, bonsoir. Vous êtes bien sûr Chérif la télévision, le bon choix pour vous informer. Nous vous l'annoncions en titre, synergie d'action pour ensemble faire bloc à la maladie à coronavirus, l'initiative du ministère de la Communication en collaboration avec ses partenaires. Une vaste campagne d'information et de sensibilisation de proximité sur la COVID-19 vient d'être lancée devant la mairie de la commune 6 du district de Bamako. Les acteurs de cette campagne d'information et de sensibilisation seront entre autres les chefs de quartier, les conseillers municipaux, les communicateurs traditionnels, les leaders religieux auprès des populations du Mali. Marietou Diallo, Ibrahim Koulibaly. La communication demeure un outil précieux pour le changement de comportement, surtout en ce moment crucial où notre pays dépasse la barre de plus de 1500 cas de contamination du coronavirus. À cet effet, le ministère de la Communication organise du 9 juin au 31 juillet 2020 une vaste campagne d'information et de sensibilisation à l'endroit des populations du district de Bamako et de toutes les régions du Mali. Le lancement de cette campagne d'information et de sensibilisation a réuni les ministres de l'administration territoriale et des collectivités locales, des affaires religieuses et du culte, de la société civile, des transports autour de leur homologue Yaya Sangaré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Au nom du président de la République, je remercie toute cette assemblée, cette noble assemblée, qui, je pense, a bien compris les enjeux de cette maladie. Je vais juste apporter une petite clarification. Le danger de cette maladie, dans sa transmission, ce sont les porteurs sains. C'est-à-dire qu'au départ, on a des germes, le virus se concentre au niveau de la gorge et c'est comme ça qu'on transmet la maladie. Cela explique les mesures barrières qui sont le seul rempart contre la transmission. Il y a deux principes vont nous sauver de cette maladie. L'application des mesures barrières et l'identification des porteurs pour les isoler. C'est comme ça qu'on pourra rompre la chaîne de transmission. Elle est très importante. Et le président n'a cesse de le répéter, portez les masques, lavez-vous les mains et observez les barrières, les mesures de distanciation sociale. Le terme de distanciation sociale a son importance. C'est un concept qui est préférable à la distanciation physique. Le deuxième truc que je veux dire, c'est que ce n'est pas une maladie honteuse. Ce n'est pas une maladie honteuse. Ce n'est pas une tare de contracter cette maladie. Elle est guérissable dans certaines conditions. Donc, il faut que nous prenions en charge. Troisième truc que je vais dire, c'est que nous avons remarqué maintenant que les patients fuient les hôpitaux. Ça, c'est un danger. Le Covid ne se balade pas dans l'hôpital. C'est justement, ce sont les gens qui transportent le germe. Ce n'est pas parce que certains patients sont traités à l'hôpital que les autres qui sont hypertendus, diabétiques, asthmatiques doivent déserter les hôpitaux. Ça, c'est un danger parce qu'en voulant éviter le Covid, on peut mourir d'hypertension artérielle. Donc ça, je tiens à le dire, il faut que les malades reviennent s'approprier de l'hôpital. Et encore une fois, je reviens sur les propos du chef de l'État qui, à travers son gouvernement, a fait un effort énorme sur le budget de l'État. C'est à nous, population, de transformer cet essai en réalité. Au programme de cette campagne, des causeries, débats et émissions publiques avec les légitimités traditionnelles, les chefs religieux et de culte, les usagers et compagnies de transports publics et ceux des grands marchés. Tout ce que nous demandons aux uns aux autres, c'est de faire en sorte que les mesures qui ont été édictées par le gouvernement soient des mesures à respecter. On ne respecte pas ces mesures parce que nous créons telle ou telle sanction, nous devons les respecter pour notre propre santé. Se protéger et protéger les autres. Prendre soin de sa santé pour protéger les autres. Et le message est pour l'ensemble de la population, mais singulièrement pour les jeunes, parce que les jeunes doivent porter ces messages.
Ils doivent porter ces messages parce que c'est eux qui sont dans la mobilité. Ils doivent porter ces messages parce que c'est eux qui sont dans la proximité. Donc nous demandons une forte implication des jeunes pour que non seulement ils puissent changer de comportement, changer d'attitude et être les porteurs des messages afin que tous les Maliens puissent se protéger, puissent prendre soin d'eux afin que cette maladie soit un mauvais souvenir pour le peuple malien. Donc c'est là qui vaut aujourd'hui notre présence et surtout nos mamans. Parce que quand une femme veut quelque chose, elle peut amener non seulement son époux à l'adhérer, mais également amener ses enfants. C'est toute la famille en ce moment qui est impliquée. Et quand la famille est impliquée, c'est le village qui est impliqué. Quand le village est impliqué, c'est la commune, c'est le district, c'est la région, c'est l'ensemble de la nation. Donc le message que nous voulons porter ici, c'est que nous devrons travailler sur les mesures de prévention. Ces mesures de prévention ont été édictées ici, c'est le port du masque. Et comment porter ces masques? Et surtout, nous voulons que les gens mettent l'accent sur les masques réutilisables, les masques lavables. Et que chacun s'implique. Que nous considérons désormais le port du masque comme un réflexe, comme une obligation sur nous-mêmes. Cette campagne d'information et de sensibilisation qui se tiendra du 9 juin au 31 juillet 2020 débute en commune 6 du district de Bamako en raison de l'immensité et de la vaste étendue de celle-ci. Pour mener à bien cette mission, le ministre de la Communication a remis au coordinateur des chefs de quartier de la commune 6 des gels hydroalcooliques, des cartons de savon et d'eau de javel, ainsi que des masques. Coronavirus, nous en reparlons dans un autre contexte. Le 9 juin de chaque année est célébré par la communauté internationale comme étant la journée mondiale du bien-être. À l'heure où le monde est durement frappé par la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus et ses nombreuses séquelles, le bien-être n'est-il pas hypothéqué? Élément des réponses dans ce reportage de Samaïra Sanogo, Samba Traoré. La journée mondiale du bien-être célébrée le 9 juin de chaque année a pour but de rappeler combien le bien-être est important et encourager les gens à créer les conditions leur permettant de vivre heureux. Le bien-être c'est défini sur plusieurs facteurs. Il y a le facteur social, un facteur concernant la santé, un facteur qui concerne aussi la réalisation de soi, la réussite de soi et un facteur aussi qui est la relation que nous avons avec les autres. Donc de ce point de vue, il est important quand même de rappeler que le bien-être c'est un ensemble, tant sur le plan socio-économique que sur le plan santé. La communauté internationale dans son ensemble célèbre cette journée du bien-être dans un contexte particulier marqué par la pandémie du Covid-19. Face à ce mal du siècle, le bien-être n'est-il pas hypothéqué? Les nations se sont mobilisées contre cette pandémie, que ce soit en Europe ou en Afrique, dans notre pays, et en Amérique latine et en Asie. Surtout en Asie, ils ont très bien géré la pandémie. Maintenant, les Européens sont en train de bien gérer, et nous aussi. Il reste que l'Amérique latine est en train de devenir l'épicentre de la pandémie. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'on a bon espoir que les nations et les gouvernements vont pouvoir mettre un frein à cette pandémie. Donc il y a un espoir. Cette année, cette célébration rentre dans le cadre d'un contexte assez particulier qui est la situation pandémique du coronavirus. Donc il est important de rappeler que cette situation pandémique a véritablement affecté le bien-être des personnes et notamment les habitudes qu'on avait avant, la liberté de circuler, la liberté de manger ce qu'on veut, la liberté de se saluer, de se toucher et autres. Donc toutes ces libertés aujourd'hui sont un peu affectées par rapport à cette pandémie. Donc il est important de célébrer cette journée, mais tout en rappelant la réalisation de soi, en respectant les mesures barrières édictées par cette pandémie de coronavirus, mais aussi en se rappelant que le bien-être c'est un ensemble, tant sur le plan santé que sur le plan socio-économique. Se sentir heureux, en bonne santé, socialement connecté et déterminé, voilà entre autres des résultats attendus à l'issue de la célébration de cette journée. Je pense que la question de la promotion du bien-être est un processus qui s'étale sur une longue période, une durée. Ce n'est pas en un jour qu'on peut assurer le bien-être des populations. Il s'agit d'un travail méthodique, systématique, à long terme, avec une organisation et une rigueur qui répondent aux besoins et qui donnent des résultats. Donc le résultat immédiat qu'on peut espérer, c'est la prise de conscience des Maliens qu'aujourd'hui, le combat
qui vaille, c'est le combat du bien-être des Maliens. Le but de la célébration de cette journée, c'est juste pour rappeler aux dirigeants du monde, aussi à nos autorités, de mettre un accent particulier sur le bien-être général. Le bien-être, comme je l'ai dit, il y a les aspects santé, il y a les aspects sécurité sociale. Alors aujourd'hui, on sait qu'au Mali, la plupart des Maliens quand même sont affectés ou disons sont quand même victimes des insécurités, que ce soit l'insécurité physique ou l'insécurité quand même morale. Donc il est important que les autorités mettent un accent particulier quand même à tout ce qui est le respect des bien-être, à la dignité humaine. Le bien-être regroupe un ensemble d'éléments dont une bonne santé, du bonheur et de la prospérité. Cela inclut une bonne santé mentale, une grande satisfaction à l'égard de la vie et un sens ou une raison d'être. En un mot, le bien-être est le fait de vivre mieux. Ce 9 juin est également célébrée la journée internationale des archives à travers le monde. Cette journée vise à sensibiliser les organisations des secteurs publics et privés à l'importance de l'archivage, à la classification des différents types de documents et à la gestion des durées de rétention. Dans notre pays, la situation des archives évolue progressivement si on se réfère à l'adoption de la politique nationale le 20 juin 2018 d'un plan d'action qui est en cours d'exécution. C'est ce que nous confie Lamine Camara, président de l'Association des professionnels de l'information du secteur de l'économie et des finances. Nous l'écoutons au micro de nos reporters Amadou Diallo et Seydou Niaré. En réalité, c'est le Conseil international des archives qui a décrété la journée du 9 juin comme journée internationale des archives. Et cette journée est célébrée partout à travers le monde. Et l'objectif de la journée, c'est, n'est-ce pas, de sensibiliser nos concitoyens sur l'importance des archives. Et c'est aussi, n'est-ce pas, d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de préserver les archives qui constituent la mémoire collective de toute la nation. Donc sans archives, n'est-ce pas, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'histoire. Donc l'importance des archives, on ne cesserait jamais de les répéter. Et nous devrons, n'est-ce pas, mettre tout en œuvre pour préserver, pour sauvegarder, n'est-ce pas, les archives qui constituent une mine d'informations, qui constituent une source historique que nous devrons transmettre de génération en génération. Et les archives ont une importance commensurable pour la nation. C'est dans les archives qu'on trouve des documents, n'est-ce pas, qui retracent la vie de la nation, les différents faits historiques, les actes qui ont été posés par les uns et les autres. Donc, en se plongeant, n'est-ce pas, dans les archives, on découvre réellement l'identité et l'histoire du pays. Et cela permet de comprendre le passé, d'étudier le passé, mieux comprendre le présent et même se projeter dans l'avenir. Sans archives, n'est-ce pas, on est comme un arbre sans racines. Et c'est pourquoi nous devrons tout faire pour préserver cette mémoire dont les générations auront besoin. Et si cette information-là n'est pas traitée, conservée, classée, communiquée, comment on peut en tirer profit? Donc c'est une nécessité absolue aujourd'hui d'avoir des archivistes dans tous les ministères, dans toutes les régions et sur toutes les lignes du territoire pour prendre en charge, n'est-ce pas, la gestion des archives et qui ne doit pas relever de n'importe qui. Donc aujourd'hui, on a des écoles qui forment des archivistes et la qualité n'est-ce pas, des ressources humaines est en train de s'améliorer. Et sur le plan réglementaire, il y a des choses à faire. Et le gouvernement fait déjà un effort, mais c'est peu. Il faut encore faire plus. Donc nous pensons quand même que les archives constituent un secteur qui, n'est-ce pas, présente beaucoup de perspectives, mais qu'on y mette les prix. Qu'on y accorde plus d'attention et plus d'importance pour que la société, pour que toute la nation, n'est-ce pas, puisse en profiter
et de ces informations-là, de cette mine d'informations qui est là et dont les générations futures ont besoin. Même nous, tout le monde a besoin d'archives. Page noire de ce journal, le président burundais Pierre Nkurunziza est décédé lundi à l'âge de 55 ans des suites d'un arrêt cardiaque, a annoncé mardi la présidence burundaise dans un communiqué. Le gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse aux Burundais et à la communauté internationale le décès inopiné de son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, survenu à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi suite à un arrêt cardiaque, indique le communiqué signé par le secrétaire général, non moins porte-parole du gouvernement. Le texte détaille les derniers jours du président Nkurunziza. Après avoir assisté à un match de volleyball le samedi 6 juin, il a dans la nuit du 6 au 7 ressenti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital le dimanche. Son état de santé s'est amélioré et il s'est entretenu avec les personnes qui étaient à côté de lui, poursuit le communiqué. À la très grande surprise de chacun, dans la matinée du lundi 8 juin 2020, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Ainsi va la vie. Le tour d'horizon à présent de l'actualité internationale en bref et en images, une compilation de Sadio Sidibé. L'actualité internationale du jour nous conduit tout d'abord en Côte d'Ivoire. Accusé de trafic de drogue par un site, le ministre ivoirien de la Défense Améry Bakayoko a annoncé lundi qu'il allait porter plainte contre les auteurs d'une série d'articles l'impliquant dans le trafic de drogue en Côte d'Ivoire, paru sur le site Vice. Le site Vice, qui compte plusieurs éditions en Amérique du Nord et en Europe, notamment en Belgique, a publié ces derniers jours une série de 3 articles dans laquelle les auteurs accusent le ministre d'être un grand trafiquant de cocaïne. Selon M. Bakayoko, également Premier ministre ivoirien par intérim, la prétendue enquête de 2 journalistes va à l'encontre de mes principes de vie et sont de nature à jeter le discrédit sur mon pays. Au regard de ces insinuations extrêmement graves et diffamatoires, j'ai décidé de porter plainte, écrit-il dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. L'actualité au Soudan du Sud, le vice-président Riek Machar et son épouse Angela Tini, qui est par ailleurs ministre de la Défense au périmètre de la Covid-19, a déclaré le cabinet du numéro 2 sud-soudanais et ils vont devoir reprendre leurs fonctions. Soupé, le mari Riek Machar en tant que vice-président de la République et l'épouse retrouve son poste de ministre de la Défense. Le vice-président, le docteur Riek Machar, Tini Dorgan et le ministre de la Défense et les anciens combattants, Madame Angelina Tini, sont tous 2 sortis de l'hôpital samedi après avoir complètement récupéré du coronavirus. Il y a 3 semaines, Eric et Angelina Machar ont été déclarés positifs au coronavirus. Le couple a ainsi été hospitalisé pour une prise en charge. Les 2 dépistages subis après les soins s'étant révélés négatifs, les époux Machar sont sortis de l'hôpital. L'actualité sanitaire toujours, la vaccination pour stopper la propagation de la maladie à virus Ebola a débuté dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, où la 11e épidémie est déclarée il y a une semaine a déjà fait 6 morts, a-t-on appris lundi auprès du ministre congolais de la Santé avec le concours des partenaires. La vaccination a débuté en Badanka depuis vendredi. En priorité, on a vacciné le personnel médical, les contacts directs des cas confirmés, les contacts du second degré, a déclaré à l'AFP le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longodo, depuis Mbadanka. Nous avions 1512, nous en avons commandé 8000 supplémentaires et peut-être que nous allons passer une autre commande de vaccins parce qu'il y a un engouement terrible de la population de Mbandaka qui veut se faire vacciner, a-t-il ajouté. Dans la ville de Mbandaka, jusqu'au dimanche, il y a eu 12 cas, 9 cas confirmés de maladie à virus Ebola, 3 cas probables et 6 décès, a indiqué le docteur Eteni. La 11e épidémie d'Ebola en RDC a été déclarée le 1er juin à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, touché par une précédente épidémie d'Ebola entre mai et juillet 2018. Il y a eu 33 morts.
Une partie des commerces a commencé à rouvrir dimanche en Algérie dans le cadre de l'assouplissement des mesures prises pour lutter contre le nouveau coronavirus. Le confinement partiel restant en vigueur dans la majeure partie du pays jusqu'au 13 juin, la feuille de route du gouvernement dévoilée jeudi prévoit une opération de déconfinement progressive, flexible et adaptée à la situation épidémiologique avec une reprise d'une partie des activités commerciales sont notamment autorisés à ouvrir dès dimanche les agences de voyage, les agences immobilières, les entreprises du secteur du BTP, les coiffeurs pour hommes, pas pour femmes, les artisans, les fast-foods, uniquement la vente à emporter, les galeries d'art, les boutiques de sport, des jeux et des jouets. Tous les commerçants sont tenus de respecter des strictes mesures de prévention. Et enfin, pour terminer, toujours l'actualité sanitaire, cette fois-ci en Afrique du Sud, les enfants sud-africains ont renoué avec l'école lundi. C'est le résultat de l'allègement des restrictions décidées par les autorités pour freiner la propagation du coronavirus. À cause de l'absence des mesures de protection, la réouverture des écoles a été retardée la semaine du fait des multiples réclamations des syndicats. À en croire la ministre de l'Éducation des bases, Angie Mouchenga, ce sont plus de 95% des écoles sud-africaines qui ont rouvert leurs portes ce lundi 8 juin 2020. Les autres devraient attendre que les dispositifs de protection des élèves et enseignants soient érigés dans leurs structures. Il n'y aura pas d'école qui reprendra si les mesures d'hygiène ne sont pas prises dans ces établissements. C'est la règle d'or, a déclaré Mouchenga. Toutefois, de nombreuses écoles publiques d'Afrique du Sud sont en mauvais état, en particulier dans les zones rurales. Les analystes estiment qu'un quart d'entre elles n'ont pas d'eau courante, ce qui rend le lavage des mains presque impossible. D'autres structures scolaires ont été vandalisées ou ravagées par des incendies d'origine criminelle lors du confinement décidé par l'État pour faire face à la pandémie de Covid-19. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été proposée par la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. La version Bamanakan de ce journal, c'est à 21 h. Un grand merci à toute l'équipe de production. Chérif La Télévision, vous servir encore et toujours. Chérif La Télévision, vous servir mieux. Bonsoir et à très bientôt, Inch'Allah.